Dans cette table ronde, donc, c'est le champ marin, dans son aspect traditionnel, patrimonial. Qu'est-ce que c'est que le champ marin? Alors, moi qui suis plus habitué à rédiger des fiches d'inventaire pour le ministère autour de l'arrière-pays, les traditions viticoles, le patrimoine viticole, eh bien, on m'a mis sur cette table ronde, et heureusement, il y a des experts à côté de moi qui vont pouvoir m'expliquer exactement ce que c'est le champ marin. Alors, la fiche, elle est explicite, hein. C'est un champ corporatif, fredonné par des marins en mer lors de tâches particulières, hein, pendant des moments de détente ou pour synchroniser les efforts lors de tâches particulières qui incombent aux marins. Oublier peut-être une vie difficile à bord, une vie pénible. Alors, ce champ marin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Vous voulez compléter peut-être? Alors, bien. Jérôme Fromageau. D'abord, je voudrais introduire cette présentation de la manière suivante, en rappelant le travail qui avait été réalisé par un conservateur du patrimoine avec lequel j'avais travaillé d'ailleurs dans les années 1992 en Bretagne, Marc Pabois, que certains d'entre vous ont peut-être connu. Et effectivement, à l'École nationale du patrimoine, on s'était, dans les années 92-93, intéressé justement, grâce à Marc Pabois, au patrimoine maritime, ce qui est quand même assez surprenant, parce que si vous vous replacez dans le contexte des années 92, ça a été dit tout à l'heure, 2000, on ne s'intéressait pas tellement en fait au patrimoine maritime. Et donc je le souhaitais le dire. Et puis alors, évidemment, je voudrais à nouveau redire ce que j'ai eu l'occasion de dire très souvent ici, parce que je viens à Escale à 7 avec grand plaisir. C'est évidemment la grande amitié qu'on a à l'égard de Wolfgang Guidry, et puis aussi ce côté absolument extraordinaire qui fait que, je l'ai déjà dit, Wolfgang, d'une certaine manière, est ce qu'on appellerait au Japon un trésor vivant, bien sûr. Et je voudrais rajouter que, d'une certaine manière, Michel Colleux est aussi un trésor vivant à sa manière. Voilà. Un trésor vivant au sens, ça me permet de faire le lien, au sens où finalement les Japonais l'entendent. Et cette réflexion, à partir des porteurs de savoir-faire, elle a été un petit peu, d'une certaine manière, à l'origine de la prise en considération du patrimoine immatériel par l'UNESCO, en fait. Parce que, on l'a bien compris depuis hier, au fond, si on veut protéger, c'est pas tellement le protéger, d'ailleurs, c'est plutôt le sauvegarder, le faire vivre, il faut effectivement des volontés, il faut des associations, il faut des communautés, il faut des peuples autochtones, il faut des jeunes, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour transmettre ce savoir-faire qui ne doit pas être figé au sens de la loi de 1913 sur les monuments historiques, pas du tout. Il faut faire vivre ce patrimoine. Et pour faire vivre ce patrimoine, il faut évidemment mobiliser les connaissances scientifiques, bien sûr, c'est important, parce que si on veut protéger, il faut commencer par savoir ce que l'on veut protéger, hein, connaître. On l'a vu tout à l'heure, l'inventaire, c'est un préalable dans tous les domaines patrimoniaux. Il n'y a pas de sauvegarde s'il n'y a pas d'inventaire, évidemment. Et puis, il faut aussi, je vais y revenir rapidement, j'espère que je ne vais pas être trop bavard, donc Monsieur le Président, n'hésitez pas à m'interrompre. Il y a aussi, évidemment, les nouveaux défis sociaux, les nouveaux défis sociaux et économiques. Comment on manipule cet engin On appuie là. Je suis complètement béotien dans ce genre de domaine. Voilà. On peut passer au slide suivant. Le bouton vert. Voilà. Alors là, c'est rapidement ce qu'est le patrimoine culturel immatériel au sens de la Convention sur le patrimoine de 2003.
expression et tradition orale. Alors, évidemment, le chant, là, les chants maritimes rentrent complètement dans cette rubrique. Les pratiques sociales, bien sûr. Alors, événements festifs, savoir et pratiques relevant des arts du spectacle, et éventuellement les savoir-faire artisanaux, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous ne pouvez pas transmettre du patrimoine immatériel si vous ne prenez pas une certaine, comment dirais-je, attention aux artefacts. C'est-à-dire, si évidemment vous voulez maintenir des pratiques musicales, c'est extrêmement important de faire en sorte qu'il y ait des artisans qui soient susceptibles de fabriquer à nouveau des instruments de musique, de les réparer, pour ne prendre que le volet, bien sûr, musical. On l'a vu, par exemple, avec les problèmes qu'a posé la restauration de Notre-Dame de Paris. Si on ne maintient pas des pratiques traditionnelles, eh bien, on peut pas maintenir, on ne peut pas faire transmettre ce patrimoine. Voilà, on va passer... excusez-moi. Voilà, alors, il faut évidemment que ce patrimoine immatériel, il soit inclusif, ça c'est très important, et je crois que, en vous écoutant aujourd'hui, on a bien évidemment la preuve du caractère inclusif de ce patrimoine immatériel. Bien sûr, on enfonce une porte ouverte, il faut qu'il soit traditionnel, mais ça aussi c'est très important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire des recherches sur archives pour redécouvrir certaines pratiques. Il faut que ces pratiques soient vivantes. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une communauté, voire même à la limite un individu qui soit susceptible de transmettre les pratiques fondées sur les communautés, ça va de soi, et évidemment représentatif. Alors, c'est très intéressant sur le plan international, parce qu'évidemment, il ne faut pas que une éventuelle candidature d'inscription sur la liste soit présentée comme ça par un État, sans qu'il y ait derrière, en fait, une volonté, une communauté identifiée. Ça aussi, c'est évidemment très, très important. C'est pourquoi le patrimoine immatériel doit conserver sa pertinence pour la culture et donc régulièrement pratiqué d'une génération à l'autre. On ne va pas développer ici. Il y a une liste de critères donc, qui sont déterminants en vue de cette inscription, vivante et non figée. C'est le cas je parle sous votre contrôle, pour les chants marins, transmise de génération en génération, propice au développement durable. Alors, pour ce qui concerne les chants marins et le lien avec le développement durable, bon, on peut toujours fantasmer, croire au développement durable, bon, c'est un peu à la mode, conforme aux instruments internationaux et droits de l'homme. C'est très important parce qu'il se peut qu'il y ait des pratiques qui soient à l'encontre, si vous voulez, des droits de l'homme, ou qui soient étrangères à toute, qui ne soient pas étrangères à toute notion de conflit, de guerre ou de violence. Par exemple, il y a quelques années, sur la liste française, uniquement française, on avait inscrit la corrida. Et puis, suite à toute une procédure, c'est allé jusqu'au Conseil d'État, finalement, la corrida a été retirée, parce qu'évidemment, il s'agissait d'un traitement tout à fait cruel à l'égard des animaux. Puis on a un exemple sur la liste internationale, c'est celui d'un carnaval belge qui a été retiré de la liste précisément parce qu'on considérait qu'un certain nombre de manifestations au sein de ce carnaval portaient atteinte justement à la question des droits de l'homme. Alors, ici, vous avez donc les trois listes. Liste représentative du patrimoine culturel de l'humanité. Une liste spéciale pour les manifestations qui nécessitent une sauvegarde urgente. Il y a effectivement des situations
dans lesquels on se pose la question de savoir si on va pouvoir maintenir ces pratiques, parce qu'il n'y a plus que, par exemple, qu'un chanteur. Hein, et ce chanteur, bah, évidemment, il peut disparaître brutalement. Et donc, on a imaginé cette liste. Et puis, vous avez le dernier registre des bonnes pratiques de sauvegarde. Là, c'est très intéressant et ça concerne, on peut passer au diapo suivant, ça concerne en particulier l'aïeul de la Martinique, dont je vais parler dans quelques instants. Donc, au total, au plan international, 788 pratiques inscrites au patrimoine mondial, 150 représentées, avec donc, par exemple, le sawal, qui est une pratique et des significations associées à la préparation et la consommation du ceviche. Hein. Le ngondo, qui est un culte des oracles de l'eau, des traditions culturelles, ou encore la tradition nordique des bateaux à clin, qui est inscrite en 2021, ou la navigation traditionnelle des pirogues. Donc une très grande variété, en fait, bien sûr, de pratiques. On peut passer au suivant. Je vais très vite. Donc, ça, c'est au niveau international. Au niveau national, nous avons à l'heure actuelle 30 éléments qui sont inscrits au PCI de l'UNESCO. Très grande variété, là encore. Hein. Bien sûr, vous observez que dans cette liste, il n'est quasiment pas question d'inscription de forme de patrimoine maritime. Donc il y a énormément de travail à faire sur ce plan-là. Il faut solliciter le ministère de la Culture pour espérer que vos pratiques différentes soient inscrites sur la liste nationale. Mais par exemple, c'est très intéressant de le souligner, dernier en date, le savoir-faire des couvreurs zingueurs parisiens. Bon. J'insiste là-dessus parce qu'en réalité, ces couvreurs zingueurs, ils participent aussi à la protection du paysage global urbain parisien, les fameuses toitures en zinc. Hein. Et s'il n'y a plus de spécialistes, eh bien, la physionomie du centre de Paris, elle risque d'être complètement remise en cause. On peut passer au slide suivant. Alors, évidemment, l'aïeul de la Martinique, construction. Alors, de la construction de l'aïeul aux pratiques de navigation. Hein. C'est un modèle de sauvegarde du patrimoine immatériel. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, moi, de mon point de vue personnel, je trouve que cette troisième catégorie de protection, c'est sans doute celle qui est la plus intéressante et qui correspond d'une certaine manière bien à ce que vous faites au niveau des champs marins, parce qu'en réalité, on assure toute la, si je puis dire, toute la chaîne qui vise à assurer la transmission. Ça va de la fabrication jusqu'à l'entretien, jusqu'à la navigation. Les jeunes sont sollicités pour participer à tout cet ensemble. Construction et ensuite, évidemment, le plaisir de naviguer avec l'aïeul martiniquaise. Alors, des exemples français. J'ai évidemment cherché, en dehors des champs maritimes, à vous donner deux, trois exemples. C'est vrai que là encore, sur la liste française, il y a peu encore d'exemples tirés du patrimoine maritime. On va poursuivre. Je vais le plus vite possible. Voilà. Alors, les étapes de l'inscription sur l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. En fait, il faut, pour qu'un élément soit inscrit sur la liste de l'UNESCO, il faut d'abord qu'il soit inscrit sur la liste du patrimoine ethnologique français, ethnologique et immatériel. Donc, ça nécessite une étude préalable, évidemment.
l'accompagnement d'une équipe de scientifiques, et vous en savez quelque chose, hein, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'acharnement, si on peut dire. Le dossier est ensuite, évidemment, étudié par mes collègues du ministère de l'Agriculture, de la Culture, Lily Martinet et Thomas Houzard, que vous connaissez évidemment sans doute, hein, qui sont très, très, très militants sur cette question et très sensibilisés au patrimoine maritime. Et puis ensuite, c'est présenté au comité du ministère, le comité du patrimoine ethnologique et immatériel, qui procède à l'inscription ou non, hein, évidemment avec l'accord du ministre, mais il n'y a pas d'exemple de refus de la part du ministre, comme pour d'ailleurs la commission des monuments historiques. Voilà, ça c'est pour l'étape, disons la première étape au niveau français. Alors au niveau maintenant de l'UNESCO, le préalable, c'est donc l'inscription sur la liste française. Là encore, deuxième étape, beaucoup plus complexe, l'avis du comité du patrimoine ethnologique et immatériel, évidemment, l'inscription sur l'inventaire, je l'ai dit, et la présentation éventuelle du dossier à l'inscription de l'UNESCO. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a énormément de demandes de la part des États, ça devient de plus en plus difficile. Et au fond, le seul moyen d'espérer une éventuelle inscription dans un délai de 10-15 ans, c'est sans doute de monter un dossier au niveau international, avec des partenaires. Et évidemment, ici, c'est un des intérêts de ces 2 jours, c'est qu'on voit bien tout l'intérêt qu'il y a, en dehors d'ailleurs de cette question de savoir si oui ou non on va être inscrit sur la liste du patrimoine de sauvegarde, c'est qu'effectivement, ce genre de rencontres fédèrent totalement les initiatives et peuvent être, il faut l'espérer en tout cas, à l'origine au bout du compte, d'une inscription sur la liste de sauvegarde du patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO. Voilà. C'est ce qui avait été fait en 2005 pour les animaux totémiques de l'Hérault, qui avaient profité d'une candidature internationale, hein, avec les animaux du sud de l'Hérault et des géants de Belgique. Voilà. Candidature internationale, le dossier était passé plus vite. Hein. Tout à fait. Voilà. J'ai été extrêmement rapide, peut-être pas trop pour certains, mais je m'en excuse. J'avais des instructions, j'avais intérêt à les suivre. Hein. Bien fort, merci beaucoup. On peut l'applaudir parce que tout y est, tout est là. On est beaucoup plus éclairé donc sur le fonctionnement de cette fiche, de ce classement. Alors, ce classement du champ marin qui était intervenu en septembre 2023, je suis allé voir cette fiche et c'est vrai que le champ marin donc, a été inscrit. D'autres, oui, vous voulez préciser quelque chose 2 choses. Il ne s'agit pas vraiment d'un classement, hein, au sens du Code du patrimoine. C'est une inscription dans l'inventaire. C'est une inscription, et ce n'est pas un label non plus au niveau de l'UNESCO. Hein. Ce n'est pas un label, ça engage quand même les porteurs, hein, les communautés qui doivent rendre des comptes. Il y a une charte, hein. Il y a une charte qu'il faut respecter. Exactement. Et puis je voudrais remercier aussi les interprètes, bien sûr. Voilà. Exactement. Donc voilà, le champ marin donc, maintenant est inscrit dans l'inventaire national. D'autres champs corporatifs en France ne le sont pas. Pourtant, il y a des corporations extrêmement importantes, comme la viticulture, que je connais bien. Et qu'est-ce que la chanson de marin, les gens de mer, a de plus important? Quelles sont ces qualités qui font que ce champ est inscrit? Donc, le champ a été inscrit en novembre 2024, donc il y a quelques mois. Hein. Ouais, c'est très récent. Donc, sur l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France et non pas sur l'inventaire international. Des fois, les gens mélangent les deux niveaux. Dans le langage grand public, on appelle ça le champ de marin. Dans la fiche, on explique que pour nous, ce qu'on a voulu faire reconnaître, c'est la pratique du chant dans toutes ses dimensions artistiques, humaines, historiques, sociales, non pas par les marins, c'est-à-dire les hommes qui partent en mer
ou même les hommes qui auraient parti en mer et qui auraient passé le Cap Horn et pas les autres. C'est l'ensemble de la population maritime qui vit de la mer. C'est pour ça que, pour moi, quand on me demande « vous faites du chant de marin », non. Ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de transmettre l'art de la communauté des gens de mer. Dans les gens de mer, déjà, 50%, c'est les femmes. Donc, ça change le regard que le grand public a sur le sujet, mais c'est plus proche de la réalité. Donc, c'est bien cet ensemble-là dont on parle. Et cet ensemble-là, quand on le regarde par la culture maritime, on le voit par la mer, on le voit par les océans, parce qu'il y a une culture orale, maritime et technique commune en Méditerranée, qui n'est pas la même que celle de la Manche et de la mer du Nord, qui n'est pas la même que celle des ports de l'Atlantique. Oui. Alors peut-être pour rebondir là-dessus, Pascal Servin ou Damien Delgrossi, par rapport à ces chants, est-ce que dans vos répertoires, est-ce que c'est équilibré, les chants de marins ou les chants de gens de mer? Est-ce qu'il y a plus de chants de marins ou ce sont plus des gens qui sont à terre et qui regrettent la personne qui est partie? C'est pas comme ça que ça se passe. C'est avant l'omniprésence des réseaux sociaux, de la télé et de la radio. Le chant faisait partie de la vie quotidienne. C'est-à-dire que si on n'ouvre pas la bouche, il n'y a pas de chanson. Que ce soit dans le monde paysan, dans le monde maritime, voire même dans le monde ouvrier, quand les machines ne font pas trop de bruit. On a travaillé sur les conserveries de poissons, ben ça chantait par exemple. Voilà. Donc on chante du matin au soir, si on a envie nous prend, sans case, pour savoir si le chant il est entre guillemets maritime, pas maritime ou autre. C'est nous qui mettons des cases aujourd'hui. Donc il faut revenir là, mais on voit des spécificités qui sont soit liées à une culture orale populaire que les gens n'apprennent plus à l'école et qui est en fait partagée par un ensemble de gens, y compris le monde paysan. Donc il n'y a pas plus de chants de marins que de chants de paysans, de ce regard-là, mais qui n'est pas le regard habituel. Ensuite, il y a des chants spécifiques à des régions, mais ce n'est pas des régions administratives. Vous avez des partages communautaires depuis Douarnenez, où j'habite, jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, tout simplement parce qu'il y a eu des conserveries pendant un siècle et demi, des gens qui ont travaillé de l'un à l'autre. Il y avait un monde commun des tonniers, il y avait le monde des sardiniers. Donc il y a une unité par bassin de navigation, par type de pêche. Vous avez des unités aussi par période, c'est-à-dire que si vous chantez une romance du début du XIXe siècle qui s'est transmise, c'est pas la même musique ni la même manière de parler qu'une chanson du XVIIIe. Et il se trouve que les romances sont devenues un des points principaux dans les îles Réunion, Madagascar, Antilles, alors qu'en France métropolitaine, elles existent, mais elles sont moins fortes. Voilà, donc voilà des différences. Et puis, il y a des spécificités que les gens attendent. L'une, c'est le fait que les chansons aident au travail. Ce n'est pas le cas que dans le monde maritime. Si vous voyez demander aux paysans dans certaines régions de l'Ouest, comme la Vendée, comment se faisaient les chants pour labourer avec les bœufs, ben, ils avaient des chants spécifiques à ça. Mais dans le monde maritime, pour aider à tirer sur un cordage, il y a des chansons. Voilà. Mais vous voulez réagir peut-être par rapport à ça, Damien Delgrossi? Réagir, c'est un peu compliqué parce que nous, justement, c'est un peu la différence, c'est qu'on a peu d'éléments finalement. On a beau être une île entourée d'eau et on pourrait croire qu'il y a une grosse tradition maritime, elle y était en tout cas. Mais en termes d'éléments concrets, d'archivistique pour ce qui nous concerne, nous au musée de la Corse, à la Phonothèque, on a peu d'éléments. Alors pourquoi? Parce que déjà, les collecteurs qui ont travaillé autour du chant traditionnel corse, des traditions orales, ne se sont pas trop penchés sur les communautés de gens de mer, comme vous le disiez justement. Il y a eu des enregistrements à Bastia, il y a eu des enregistrements à Ajaccio, à Calvi, mais pas vraiment tournés sur les gens de mer.
On a, d'ailleurs je les ai mis là, on pourra les écouter si on a le temps. On a un document qui est très intéressant par exemple, qui est très beau, c'est les chants des cris de marché autour de la vente de poissons. Voilà, la criée. Donc ça, on a ces enregistrements-là. On a des chants des romances, on a des chants ce qu'on appelle des barcaroles qui sont très, très populaires en Corse et qui venaient probablement d'Italie. En tout cas, si elles ne venaient pas d'Italie, elles étaient chantées aussi en Italie et en Corse. Donc il y a un bassin commun. Et je rebondis encore sur les propos de Michel Colleux, sur des unités de vie, des unités aussi tant culturelles que économiques, industrielles. Donc effectivement, les chants suivent. Ils suivent le travail. Ce que nous n'avons pas, mais même pas de source écrite, et personnellement je suis convaincu que ça existait, c'est des chants de travail, par exemple des chants de filet, des chants de tir. En Sicile, lors de la matance, quand ils pêchent le thon, ils encerclent les thons et ils ont des chants comme la tribière pour le chant du blé, que l'on avait en Corse. Je suis convaincu que ça existait pour la pêche, pour la mer. Mais on n'a pas d'éléments précis. Christian en a probablement, mais nous on n'en a pas au musée. Voilà. Donc justement, peut-être qu'il va nous éclairer sur ces chants. Que nous, voilà, nous au musée, on n'a pas tout ça. On a beaucoup de choses, mais pas tout ça. Oui, il y a des régions qui sont moins riches au niveau du répertoire, c'est ça que vous dites. Est-ce qu'elles sont moins riches Alors, elles ne voilà. sont pas moins riches, mais la transmission ne s'est peut-être pas faite. Je pense qu'il y a rupture de tradition. De toute manière, c'est même les registres des inscrits, et des gens de mer le montrent. Hein. Il y a beaucoup moins de pêcheurs au XXe, au XXIe siècle, au XXe siècle, qu'il y en avait au XIXe. Donc il y a rupture du fait social. Donc fatalement, il y a rupture de patrimoine immatériel. Parce qu'il n'y a pas de raison que la Corse soit un cas isolé par rapport aux autres îles de Méditerranée. En Languedoc, il n'y a pas beaucoup plus. Il y a quelques champs marins qui sont venus. Il y a eu des collectages qui ont été faits par Jean-Michel Lubac, ici même, qui nous présentera cette chanson tout à l'heure. Mais si on regarde les anciens ethnologues, Van Genève ou Davenson, mais il n'y a pas grand-chose en Languedoc au niveau du chant des gens de mer. Il y en a eu, c'est sûr, mais il y a eu une interruption au moment. Ce qu'on a qui est très populaire, c'est de la chanson type sérénade, tout ça, qui était très populaire dans les communautés du littoral. Donc la chanson ajaxienne, qu'on appelle la chanson ajaxienne, qui n'est pas spécialement ajaxienne, mais est très, très, très influencée par le monde des pêcheurs. Et encore aujourd'hui, on a vu tout à l'heure une image du festival des Pescador in Festa. Effectivement, donc ils chantent pas mal de chansons de cet héritage-là, mais également un répertoire hérité du revivalisme, du riacuiste, comme on dit en Corse, et même des choses qui ne se chantaient pas du tout dans la mer, c'est-à-dire le monde de la padiella, donc le monde de la polyphonie, qui, elle, serait historiquement plutôt de l'intérieur de l'île. Donc on voit un mélange des genres qui aujourd'hui se fait de par le revivalisme, de par le renouveau, mais qui peut-être avant ne se faisait pas ou se faisait différemment. Le répertoire se faisait différemment, le répertoire est peut-être augmenté. Alors je vais me tourner vers Pascal Servin et vers Stefano Valla qui vient de nous rejoindre. Bonjour Stefano Pifero, chanteur, collecteur. Bonjour à tous. Bonsoir. Et, sonneur des 4 provinces en Italie. Alors donc il y a peut-être un enrichissement encore actuel, puisqu'on le disait tout à l'heure avec Jean Fromageau, il y a un enrichissement, le patrimoine vivant, il faut qu'il soit vivant. Est-ce que vous qui avez collecté et qui chantez, bien vous enrichissez vous-même, vous aussi, vous rencontrez des gens qui enrichissent ce patrimoine oral des gens de mer? Alors, la dernière chanson qu'on entend, en général, c'est toujours la plus belle. Et en fait, on ne sait pas comment ça marche, parce qu'en fait, si vous voulez, le patrimoine culturel immatériel a une de ses qualités, c'est qu'il est multipliable au centuple. C'est-à-dire que, par exemple, si moi j'ai 10 € et que je vous en donne 5, on aura 5 € chacun. Tandis que si je vous apprends une chanson, on sera 2 à la connaître. Et donc, mais oui, c'est beau. Voilà. Bravo, on peut applaudir. Et du coup, vous avez des... Moi, quand j'allais collecter au nord de Fécamp, en Normandie, à Saint-Pierre-en-Port, qui est un pays de chanteurs, ils chantent tous dans ce pays, dans le pays de Caux. Hein. Et le pays de Caux, Fécamp avait un lien fondamental avec Sète, puisque les morutiers de Fécamp, les armateurs sétois, avaient 30% de la pêche morutière, 30% des bateaux du port de Fécamp pour se faire livrer de la morue ici.
Et donc, si on prend le cas des chansons, les Sétois ont dû entendre des chansons fécampoises qu'ils ont dû s'en emparer. Et c'est ça la question. L'intérêt aussi, c'est que quelqu'un qui aime bien chanter, il va entendre une chanson s'il la comprend en texte, parce que en fait, c'est un petit peu une espèce de mécanique interne de l'histoire qu'on veut raconter. S'il chope l'histoire et s'il chope une partie de l'air, il va se l'aménager à son goût. Il va modifier l'air, certainement, parce qu'il obtient un timbre. Et du coup, puisque quelqu'un lui a donné une chanson, en général, le chanteur, il va y en donner une autre. Et en fait, ça échange en permanence. Les chansons voyagent. Les chansons voyagent avec les navires. Et on avait des chansons, si on prend le cas des Morutiers, sur des chansons de travail, qui sont typiques, qui n'étaient que chantées à bord, c'est par exemple des chants à compter la morue. Pour savoir, parce qu'ils étaient payés à la morue, l'équipage était payé au nombre de poissons pêchés. Donc ils avaient un système de comptage en débarquant, en faisant « en voilà une, la jolie une s'en va », etc., etc. Ils empilaient les morues comme ça en sortie du bateau. Bah, là, les Sétois, ils l'ont entendu obligatoirement, ce genre de truc. Et donc, mais ça, c'est pas chanté en société. Et en fait, ça fait remonter quand on va voir les gens qui sont porteurs de patrimoine, porteurs de chansons, parce que c'est pareil, on nous les a indiqués. On va pas frapper à la porte du voisin en disant connaissez-vous une chanson. Il y en a qui le font, qui ont raison, mais en général, c'est ah bah oui, toi qui aimes bien les chansons, tu devrais aller voir le petit père machin. Il a navigué, il connaît les chansons. Et ce qui fait le plus plaisir dans ces cas-là aussi, c'est l'échange permanent. L'échange permanent qu'il peut y avoir entre le collecteur, le chanteur ou le chanteur et le chanteur, c'est que ça arrive régulièrement. On connaît aussi les fins des chansons et on ravive des mémoires. On ravive des mémoires dans la tête des gens, et quelquefois qui peuvent devenir pénibles pour les gens qu'on était voir, parce que il m'a dit on a chanté, j'ai chanté toute la nuit. Des choses ont remonté, tout remonté, parce que, en fait, à Saint-Pierre-en-Port, justement, je vous disais, on allait voir frapper les gens. Alors, le Cauchois, quelquefois, qui est un peu fermé, il venait nous voir avec, Michel, il a connu ça aussi, quand il y était aussi, avec notre magnétophone, notre sacoche, en disant, on vient de la part de monsieur Untel, c'est pour les chansons. Et là, souvent, on voyait le visage qui s'illuminait sur les gens, parce qu'ils savaient qu'il y a un plaisir. C'est ça le vecteur aussi. C'est le plaisir à la fois de partager, de chanter et d'apprendre aux gens. D'apprendre, il y a une notion d'échange fort. Stefano Valla, est-ce qu'en Italie, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a cette notion d'interférence entre les communautés? Est-ce que les chansons voyagent? Je pense que les chansons voyagent, mais il faut que je dise que chez nous, nous avons eu, au moins personnellement, un autre chemin, parce que je grandis dans un village de la montagne, où ils étaient des joueurs de pífero, le bois, que c'est cousin de le bois d'ici. Et moi, quand j'étais petit, je commençais à écouter la musique d'un joueur ou plusieurs joueurs. Et quand je décidais de jouer, je n'avais pas besoin d'aller à chercher. Parce que un peu j'avais dans la tête, un peu je travaillais pour apprendre la technique, les anches, tout ça. Mais je ne sais pas, à ce moment, j'ai commencé à jouer, j'étais dans l'autre vallée, à jouer et j'ai chanté avec le monde du village de l'autre vallée. Et moi, j'avais un peu l'habitude de faire toujours la voix qu'il manquait. Alors, il manquait les barytons, je faisais les barytons. Il manquait l'autre voix, je faisais pour faire que la chose il pouvait être. Le rôle du sonneur chez nous, c'est d'animer la fête. Mais il faut dire aussi que la fonction rituel ou de la danse, il veut dire, je dis que pour Carnaval passé, nous avons joué à mon village, justement, le 1er mars, j'ai joué à 15h30 de l'après-midi à 3h30 de la nuit. Nous avons mangé
Pour des lèvres. Hein. Nous avons mangé un peu, mais il faut avoir l'instrument, la connaissance de régler l'instrument, le linge, les choses. Les chansons, j'allais dans notre village aussi. Bon, il y a une chanson que j'aime, que j'ai chantée hier soir, c'est La Bella Neuva. La Bella Neuva, c'est une chanson pour le mariage, que c'est ma grand-mère qui me l'a pris. Je ne suis pas sorti de la maison. Et autre chanson, c'est la mère de mon copain Luciano, que quand j'écoutais une chanson au village de l'autre vallée, je retournais à la maison et je disais, Rina, tu connais cette chanson? Ah oui, nous avons toujours chanté. Alors, elle m'a chanté. Le collectage, pour moi je n'ai pas fait de collectage, j'ai vécu. Voilà. C'est ça la différence, avec beaucoup de respect de chaque parcours, de chaque route. Ça, c'est important. Alors, nous se sommes retrouvés à avoir un patrimoine énorme dans les mains. Et il faut dire aussi que dans mon village, pas tous ils jouent le Pifero. Parce que c'est pas que alors tous ils jouent le Pifero. Maintenant, nous sommes dans mon village 2 joueurs de Pifero, 1 joueur d'accordéon jeune. Mais c'est dedans moi je me peux considérer un intellectuel très intelligent, un peu beau aussi à l'époque, mais toujours un peu quand même. Hein. Non, mais c'était pas indispensable pour avoir l'occasion d'aller réellement Bien avec sûr. une volonté de dire il faut récupérer quelque chose, il faut chercher quelque chose. Nous avons eu la chance de grandir dans une situation comme ça. Et oui, il y a peut-être forcément une différence entre les vallées italiens et les ports qui sont peut-être plus ouverts sur les échanges. Moi, je voudrais rajouter 2 points, puis je m'en resterai là. D'une part, 2 points qui n'ont pas été évoqués. D'une part, tout ce que l'on dit sur les chansons ou autres, on le partage, mais on le garde, on le sauvegarde. On parlait du travail des musées. Eh bien, pour le patrimoine immatériel, c'est un peu les musées, mais c'est beaucoup le monde associatif. Si on reste dans l'ouest de la France, dans les anciennes provinces, Poitou, Bretagne, Normandie, dans chacune, il y a des associations qui existent depuis entre un quart de siècle et un demi-siècle, qui ont réuni les enregistrements de témoignages qui ont été transmis par ce qu'on appelle les porteurs de mémoire. Et vous pouvez aller maintenant sur Internet, vous pouvez les entendre gratuitement. En plus, il y a des publications. L'année dernière, 2024, on fêtait les 50 ans de Dastum. Dastum, ça veut dire en gros recueillir, collecter, récolter en Bretagne. Et moi, je fais partie, comme plein d'autres, de cette association. Ils ont compté, il y a 20 000 chanteurs, 20 000 témoins qui, dans la base de données, ont soit chanté quelque chose, soit compté quelque chose, soit joué quelque chose, en tout cas parlé de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'en Bretagne, il y a toujours quelqu'un de la famille, à un niveau ou à un autre, qui a dû être enregistré. Et donc, tout ça, c'est à vous. Allez sur les réseaux sociaux, vous trouverez. Ici, c'est le Cerdo. Mais allez-y, il y a plein de publications. Et autre point qui n'a pas été dit ou qui a été sous-entendu, que je voudrais rajouter, c'est que les chansons, c'est des bulles de mémoire. C'est-à-dire que quand on chante, il y a un art du chant qui se transmet, qui peut venir de loin. Il y a un art de la mélodie qui se transmet, qui peut venir de loin. Il y a un art de la composition de la chanson qui n'est pas le même au XXe qu'au XIXe, qu'au XVIIIe, qu'au XVIIe, qui peut venir de loin. Et il y a un art de ce que ça raconte. Et je vais donner qu'un seul exemple. On entendait parler de l'archéologie sous-marine. Actuellement, moi, je prépare un recueil qui est un peu l'équivalent de celui qui a été fait à Sète, mais il sera plus gros puisque l'île est beaucoup plus petite. Il y a 120 habitants, il y aura 200 chansons sur l'île de Saint, qui est à l'ouest de la Bretagne. Voilà. Et il y a une chanson qui raconte un naufrage.
un naufrage en 1898 d'un bateau qui s'appelait Katarina, qui venait de Stockholm, et autour de l'île de Sein, il y a plein de naufrages. Et la chanson explique que le bateau a naufragé sur un rocher qui s'appelait Argazek. Et après, on raconte, il y a toute une histoire. Or, dans les archives, on sait que le bateau a naufragé, mais on ne sait pas où. Donc, il y a très peu d'années, il y a 3-4 ans, des archéologues se sont dit, si on écoutait ce que dit la chanson et qu'on avait à voir, ils ont retrouvé le bateau grâce à la mémoire d'une chanson, 1898-2022. Voilà ce que c'est que la mémoire orale. Et que ce soit dans le monde maritime ou dans le monde paysan, c'est aussi ça qu'on veut sauvegarder et continuer à faire vivre. Dans le monde maritime, c'est souvent très très émouvant parce que c'est des batailles navales, c'est des naufrages, et parfois, quand on les chante, ça hérisse les poils, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Je vais rebondir très rapidement parce que très rapidement. Alors, c'est vrai, c'est très beau. Ça va être très bref, mais c'est pour rebondir sur les derniers propos de Michel Colleux. Par exemple, en Corse, on a un chant qui a réussi à se perpétuer pendant des siècles, qui est ou la mente disait galères, la complainte des 7 galères qui venaient donc de Gênes, qui étaient les galères du commandant Doria, Andrea Doria, qui se sont échouées au large de la Giralia, au nord du Cap Corse. C'est un chant épique d'une 25 strophes, je crois, qui s'est perpétué. Et un historien a confirmé exactement, pour ne pas le citer, Antoine-Marie Graziani a confirmé que la complainte est d'une fidélité parfaite à la réalité historique. Et ça s'est perpétué pendant à peu près 350 ans. C'est un témoignage scientifique, Ouais, de fait. Mais merci pour ces témoignages de vitalité sur la pratique du chant marin et du chant des gens de mer. Je viens de noter. Merci beaucoup de votre attention.